15 h, mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. La République de Djibouti et l'Union européenne ont eu leur réunion politique annuelle. Et le Cameroun donc valide son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La République de Djibouti et l'Union européenne ont eu leur dialogue politique annuel, soulignant au passage que le dialogue politique annuel entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou, liant le groupe des États africains et l'Union européenne. Le point de cette réunion avec Hussein Aled. Comme à l'accoutumée, la République de Djibouti et l'Union européenne ont eu leur dialogue politique annuel. Une réunion s'est tenue ce matin à l'Institut diplomatique. Elle a été coprésidée par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de l'UE à Djibouti, Adam Koulatch. Cette rencontre a regroupé autour d'une table ronde les hauts cadres du département ministériel des Affaires étrangères, de l'économie et des finances et de l'intérieur, ainsi que plusieurs diplomates européens en poste à Djibouti. L'ambassadeur de l'UE, Adam Koulatch, s'est déclaré réjoui de la régularité de ces dialogues politiques qui est l'occasion, a-t-il indiqué, d'avoir des discussions ouvertes sur les différents aspects des relations. La coopération entre l'Europe et Djibouti continue à être forte et diversifiée, notamment à travers les projets de développement, la contribution de l'Union européenne à la stabilité régionale, mais également grâce aux investissements privés et aux échanges académiques et culturels. Djibouti est un partenaire très important. Et on a plusieurs témoignages pour ça. Pas seulement notre engagement bilatéral avec la République de Djibouti dans le domaine de l'aide de développement. On va le discuter en détail, mais je vais juste citer deux chiffres. On a 2018 millions d'euros de projets en cours à Djibouti, financés de différentes sources. Nous sommes vraiment un partenaire important. Et si je dis que tous ces chiffres représentent les dons de la part de l'Union européenne pour la République de Djibouti et pour l'IGAD, bien sûr, l'importance, je crois, devient encore plus grande. Quant à lui, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a mis en exergue l'importance qu'est revêt ces dialogues politiques, qui est un exercice de réflexion, d'échange et de partage de points de vue et d'idées sur le partenariat entre l'Union européenne et la République de Djibouti, et qui représente le paramètre d'une coopération qui se veut respectueuse, constructive et axée sur le défi du présent et les perspectives de l'avenir. Djibouti continuera à déployer ses efforts en faveur de la stabilité et de la sécurité, ainsi que du développement et de l'intégration régionale. En vous souhaitant à tous et à toutes plein succès à ces travaux, je déclare donc ouverte cette session du dialogue politique entre Djibouti et l'Union européenne au titre de l'année 2019. Après les discours officiels, place aux discussions qui ont porté sur des thèmes qui couvrent tous les secteurs importants de la coopération entre l'UE et la République de Djibouti, touchant au domaine politique, l'intégration économique, concernant les volets politiques nationaux, mais aussi régional, notamment la Somalie, la coopération entre l'UE et l'IGAD, ces dialogues politiques annuels entre la République de Djibouti et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou, liant l'ACP et l'Union européenne. Cet accord stipule dans son article 8 la tenue annuelle d'une réunion sur un dialogue politique entre chaque État membre d'Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne. Le Palais du Peuple a abrité ce matin une cérémonie de lancement d'un atelier de vulgarisation du manuel d'enregistrement des faits d'état civil. Ont participé à cette réunion placée sous la houlette du ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, la maire de Djibouti-Ville, le procureur de la République, les préfets et les présidents des conseils régionaux, la représentante du FNUEAP à Djibouti et le directeur de la population. En effet, l'état civil appliqué depuis 1979 est de mise depuis
40 ans et calqué plus ou moins sur l'état civil français. L'atelier de vulgarisation du manuel d'enregistrement des faits d'état civil vient à point nommé, surtout en cette période de démographie galopante, sans oublier un taux de naissance non négligeable. Madame Acha Ibrahim, représentante du FNIAPA de Djibouti, a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué l'importance de la mise en œuvre du nouveau manuel d'enregistrement des faits civils. Et non des moindres d'un programme gouvernemental ambitieux qui est la mise en place d'un système d'état civil fiable et sécurisé. La division de la statistique des Nations Unies définit l'enregistrement civil comme l'enregistrement continu, permanent, obligatoire et universel de l'occurrence et des caractéristiques des événements d'état civil de la population conformément aux exigences légales de chaque pays. L'enregistrement civil est la meilleure source de statistiques de l'état civil, dans la mesure où il constitue la collecte de statistiques sur les événements de l'état civil d'une personne au cours de sa vie, ainsi que sur les caractéristiques pertinentes des événements eux-mêmes et la présence de la personne et des personnes concernées. Et de son côté, le directeur de la population, M. Ahmed Omar Djamar, a expliqué la mise en œuvre du nouveau système d'enregistrement des faits d'état civil. On l'écoute. Améliorer les relations entre administration et administrés consistait principalement à améliorer les services rendus aux concitoyens par le développement de l'administration électronique et une transparence accrue pour renforcer les droits des citoyens. Telle est la vision du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. À ce sujet, nous nous réjouissons de la concrétisation d'un manuel d'enregistrement de faits d'état civil qui améliorera considérablement la qualité des services rendus par l'administration. Mesdames et messieurs, en novembre 2018, la République de Djibouti a fait appel à l'expertise d'une société allemande de renommée internationale pour la mise en place d'un système biométrique centralisé en vue de doter le pays de documents d'identité sécurisés. La réalisation d'un projet d'une telle envergure inscrit Djibouti sur une nouvelle trajectoire de l'ère numérique et la place ainsi sous le rang d'un des premiers pays africains à opérer un réel tournant vers la transformation digitale. Ce passage résorbera irréversiblement l'écart entre administration et administré. L'exploitation possible des imprimés administratifs passe d'abord par des formalismes prévus par des textes et des procédures à suivre scrupuleusement. Les premiers jalons sont ainsi lancés par la loi portant création d'un numéro national d'identification et d'un registre national des personnes physiques. Ce numéro sera attribué dès la naissance et sera porté sur tous les documents administratifs. Et pour sa part, le maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awali Ousmane, s'est dit satisfaite de procéder à une réforme plus ou moins profonde des documents actuels de l'état civil djiboutien en pratique actuellement. Je propose de l'écouter. Je voudrais particulièrement exprimer, en ma qualité de maire et d'officier d'état civil, que la République de Djibouti vient de procéder à la réactualisation après 40 années d'un guide pratique sur l'état civil conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur, et ceci avec l'appui actif du FNIAP qui a apporté son expertise en la matière. Permettez-moi également de vous rappeler que l'organisation de cet atelier permettra d'insuffler un nouveau organisme dans nos administrations locales pour une efficacité dans le processus de déclaration et d'enregistrement des faits d'état civil. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il est aussi important de noter qu'à l'issue de la vulgarisation de ce document technique, deux aspects importants ont été dégagés en vue d'encadrer le travail au quotidien des agents de l'état civil, à savoir l'harmonisation et l'application des dispositions du cadre juridique, mais aussi l'amélioration des prestations des agents et officiers de l'état civil. L'état civil a pour but de faire définitivement évoluer les choses. Le but est clairement de remplacer le système actuel rigide, laborieux et extrêmement complexe par un système bien plus facile d'utilisation pour les citoyens et les autorités gestionnaires. Il permet aussi de jeter les bases d'un fichier unique de la population, de faciliter aux différentes administrations publiques et privées l'accès à une base de données sur l'identité des personnes. Les résultats escomptés de ce programme sont ainsi
la mobilisation sociale pour une demande accrue des services de l'état civil par la population djiboutienne, mais aussi le renforcement des capacités des structures des officiers de l'état civil pour améliorer davantage l'offre des services. Le ministre de l'Intérieur a beaucoup insisté sur l'urgence de réviser l'état civil actuel djiboutien qui était calqué sur l'état civil français à quelques différences près. Voici ses propos. C'est un réel plaisir d'être ici ce matin avec vous pour présider cette cérémonie de lancement officiel d'un manuel et d'un guide d'enregistrement des faits d'état civil. L'état civil constitue un élément important dans le développement socio-démographique, juridique, administratif et statistique du pays. Les données fournies par un état civil fonctionnel permettent une planification, une élaboration et une mise en œuvre efficace des politiques du développement, en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement et de l'emploi. Toutefois, au cours de ces dernières années, en République de Djibouti, on constate des lacunes qui persistent au niveau de l'enregistrement des faits d'état civil. Ces lacunes se traduisent principalement par une méconnaissance des réglementations et des textes en vigueur, mais aussi par l'absence de formations adaptées aux agents de l'état civil. La mise en place d'un manuel et d'un guide de l'état civil devient une priorité afin de pallier à ces limites et assurer une amélioration, une modernisation du système de l'état civil. Mesdames et messieurs, la mise en place de ce nouveau guide intervient 40 ans après l'élaboration de l'ancien guide de l'état civil qui datait d'avril 1979 et qui était calqué sur le Code civil français de l'époque. Je suis donc particulièrement heureux d'être témoin du lancement de ce nouveau guide qui s'inspire intégralement du Code civil djiboutien adopté en 2018. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin les deux personnes nommées conseillers techniques au sein de son département lors du dernier Conseil des ministres, à savoir M. Abdillahi Hassan et Mme Mariam Abdelghader. Eh bien, les deux responsables ont remercié le ministre pour l'accueil qu'il leur a réservé et se sont engagés à participer activement à la promotion du département. Pour le secrétaire d'État, avoir Mme Mariam Abdelghader dans son équipe est une aubaine et lui a donc confié la lourde tâche d'impulser une nouvelle dynamique au CDC, vitrine par excellence du département. Quant à M. Abdillahi, il a rejoint donc l'équipe de la communication. Dans le reste de l'actualité, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, a clôturé hier un atelier de formation des assistants sociaux sur la protection de l'enfant et de la gestion du service de protection à Djibouti qui a débuté le 17 mars dernier et qui consistait à poursuivre une formation sur la théorie de 10 jours au mois d'octobre 2018 au Kepensky Palace. Cette cérémonie de clôture a vu la participation de la représentante adjointe de l'UNICEF à Djibouti, Alexandra Ilmer, et de la directrice de la famille, Mme Fouzia Ali Osman, ainsi qu'une vingtaine de participants. Les officiels ont félicité les participants qui sont venus de différents départements ministériels et les ont exhortés à appliquer les acquis et connaissances capitalisées lors de cette formation. Ils ont salué l'engagement de la formatrice, Mme Lydia Germaine, qui a donc apporté son expertise et ses orientations pour faire de cette formation une réussite.
Les objectifs de cette formation sur la pratique consistaient de renforcer les assistants sociaux sur la protection de l'enfant à Djibouti et de leurs aptitudes sur l'identification des enfants aux besoins des protections et apprendre les différentes prises en charge adaptées pour chaque enfant et les différents appuis psychosociaux. Eh bien, les bénéficiaires de cette formation sont les assistants sociaux du ministère de la Femme et de la Famille, y compris ses représentants dans les régions de l'intérieur, de l'UNFD, du secrétariat d'État aux affaires sociales et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Tout à fait autre chose, sur invitation du général Thomas Walloser, commandant de l'Africom, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, s'est rendu ce matin donc au camp du bataillon d'intervention rapide stationné à Ali Ounay. Dans son déplacement, le général Walloser donc était accompagné du général James Craig, commandant en chef du camp Lemonnier et de son staff. L'Africom est le commandement des États-Unis pour l'Afrique chargé de coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis dans ce continent. Eh bien, objectif, appréhender les évolutions du bataillon Bir ayant achevé la formation initiale avant d'entamer la deuxième phase de cette formation d'élite, un point de situation des acquis s'imposait. Alors arrivés, les deux généraux donc ont procédé à la revue des troupes dressées pour les honneurs, puis la délégation composée des hauts responsables et des forces armées djiboutiennes. Vous le voyez à l'image, après les salutations d'usage, les deux généraux ont eu un entretien en tête-à-tête dans le poste de commandement du bataillon en présence du capitaine Omar Ali Hassan, commandant donc le Bir. C'était l'occasion pour le général Zekele Cheikh Ibrahim de remercier le général Thomas donc Walloser pour l'effort qu'il ne cesse de démontrer habituellement à partir du afin de soutenir les forces armées djiboutiennes dans leurs différents projets. Ainsi, le général Zekele Cheikh Ibrahim a tenu à remercier le général américain pour la construction récente de la clinique de Ali Ounay et l'a informé de la reconnaissance de la population locale. De son côté, le général américain a remercié l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet et s'est dit réjoui de sa présence aux côtés des forces armées djiboutiennes. Il a ajouté que c'était un réel plaisir de venir toujours à Djibouti et entretenir les relations amicales et fraternelles qui lient nos deux pays en général et nos deux armées en particulier. À l'issue de l'entretien entre les deux généraux, le commandant Basile, chef du bureau de la coopération et sécurité de l'ambassade américaine, a ouvert le dialogue pour remercier les deux généraux d'avoir usé de leur temps pour venir et assister à cette visite d'inspection. Puis le capitaine Omar Ali Hassan, commandant le Bir, a projeté une présentation à l'ensemble des participants autour d'une collation. Cette présentation résumait les principales missions du Bir, à savoir la sécurisation de cette zone sud proche de la frontière avec la Somaliland, la lutte contre la contrebande, sa zone de responsabilité et les différentes formations donc données par les instructeurs américains aux jeunes recrues. En effet, le bataillon d'intervention rapide, mis sur pied en 2017, se veut le noyau central offensif des forces armées djiboutiennes, destiné à servir de soutien aux forces armées djiboutiennes dans les opérations de grande envergure et projetable à tout moment. De ce fait, la formation de ce bataillon est exclusivement offerte par les forces américaines, formation calquée sur le modèle des commandos marines des États-Unis. Puis c'est au tour du lieutenant Holly Han, instructeur américain, de présenter son équipe de formateurs aux deux généraux et de faire un bref résumé sur les acquis des membres de ce bataillon, tant sur le plan d'aguerrissement que sur le plan militaire. En effet, durant la démonstration, les jeunes recrues ont pu illustrer leurs connaissances en matière de combat et de corps à corps. Ainsi, les deux généraux et les autres participants ont pu assister à deux exercices, l'un sur le combat et l'autre sur le corps à corps en cas d'attaque frontale. Le scénario établi faisait office d'un combat urbain où les militaires en mode patrouille se font attaquer par des insurgés. Le contact avec l'ennemi est établi et le bataillon devait contenir cet ennemi. Et dans la foulée, les militaires ont démontré leur connaissance en matière de prise en charge des blessés lors de l'affrontement avec les insurgés.
Très satisfait de la démonstration, le général Thomas Waldozer a tenu à féliciter tous les membres du bataillon Bir pour les exploits réalisés. Il s'est dit fier et impressionné de la qualité de l'apprentissage, de la qualité et du sérieux démontré par ces militaires. Il n'a pas manqué aussi de féliciter les instructeurs américains, car a-t-il dit ceci est le fruit de leur dur labour. Le général a pris la parole et a souligné que ce type d'action démontre les... Le général Zakeli Cheikh-Ibrahim a ajouté que cette action s'inscrit dans le cadre de nos militaires et ceux du camp des Monniers qui assurent la formation. Donc la visite s'est clôturée par l'échange des cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Comme chaque année, à l'instar de nombreuses contrées de la sous-région, la confrérie Soufi de Cheikh Moussa a organisé le week-end dernier la ziara de Cheikh Issa Wadi, l'ancêtre de la communauté Issa. La cérémonie religieuse et coutumière qui a eu lieu jeudi dernier dans l'enceinte du sanctuaire le Cheikh Moussa de la commune de Belbala a réuni une immense foule issue de composantes de la société civile venues de différents horizons. Il s'agit donc d'un moment de prière et de recueillement pour implorer la miséricorde et le pardon d'Allah en faveur des défunts ancêtres de la communauté, en particulier envers l'ancêtre commun des Issa. Actualité internationale à présent. Au Mali, l'attaque hier d'un village Peul du centre du pays par des membres présumés du groupe de chasseurs traditionnels a dépassé les 100 morts selon un bilan donné par les autorités locales. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire récente dans la région. Un précédent bilan de cette attaque dans le village d'Ogosagou Peul faisait état d'au moins une cinquantaine de morts. Ces attaques sont survenues alors qu'une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies était en visite au Mali pour tenter de trouver des solutions aux violences qui ont fait des centaines de victimes civiles l'année dernière dans le pays. Des émissaires du Conseil de sécurité ont été reçus vendredi soir par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et par d'autres responsables gouvernementaux. Le 17 mars, des djihadistes présumés avaient attaqué et brièvement occupé une base de l'armée malienne située dans la localité de Diola, dans la région de Mopti, au centre du pays. Au Royaume-Uni, des centaines de milliers d'opposants au Brexit sont mobilisés hier dans les rues de Londres pour réclamer un second référendum alors que la première ministre Theresa May s'active en coulisses pour rallier les députés à son accord de divorce. Accentuant donc aussi ainsi le climat de tension au moment où la première ministre Theresa May hésite à soumettre son accord de divorce aux députés. Les organisateurs de la marche ont évalué à plus d'1 million le nombre de participants, soit sensiblement plus que lors d'une marche du même genre en octobre qui avait rassemblé autour de 700 000 personnes. Cette marche intervient 2 jours après la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni 2 options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, fixant désormais au 12 avril au plus tôt l'échéance fatidique, près de 3 ans après le référendum qui a décidé d'une sortie de l'UE. La Première ministre tentait péniblement de son côté de rallier les soutiens derrière son accord de retrait de l'Union européenne afin de le soumettre au vote des députés la semaine prochaine et dont l'adoption permettrait, selon les conclusions des dirigeants européens, un court report technique du Brexit jusqu'au 22 mai. Et enfin, je vous le disais, en titre contraint de ne pas perdre lors de cette 6e journée des éliminatoires, le Cameroun a validé sur le terrain sa qualification pour la phase finale de la CAN 2019 face aux Comores, un billet qui devra toutefois être composté par la justice. C'était un samedi hier de tous les dangers pour le Cameroun. À Yaoundé, les Lions indomptables
comptables donc l'ont parfaitement abordé. Un succès qui permet au Cameroun de valider sur le terrain sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique, même s'il faudra attendre quelques jours encore pour sabrer le champagne, car c'est maintenant donc sur le terrain judiciaire que les Lions devront défendre leurs biens. Le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019 jusqu'à il y a quelques mois, s'est vu retirer l'organisation de cette Coupe d'Afrique, mais n'a pour l'heure pas fait l'objet de sanctions, une situation que n'a pas demandé de relever l'archipel des Comores, qui espère arracher son billet pour l'Égypte sur tapis vert. Ils invoquent notamment le respect de l'article 92 du règlement de la CAF, qui prévoit, selon eux, que le Cameroun soit suspendu 2 ans. Le tribunal arbitral du sport, qui ne s'est toujours pas prononcé sur le dossier, devra de toute manière rendre son verdict très prochainement, puisque le tirage au sort du tournoi est prévu pour le 12 avril prochain. La CAN 2019 se tiendra pour sa part du 21 juin au 19 juillet. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable après-midi sur Télé Djibouti.